Ok. C'est quoi la liste des jeux du coup pour ce soir? Alors, la liste des jeux pour ce soir, et puis bon, il n'y a pas que ça, il y aura d'autres trucs. Mais ouais, bon, pour ce soir, L'Enfeu Zanguo, Johann Schrödinger, Des souvenirs plein le ciel, Let's Dig for Treasure, Les aventures de Legacy, Tiny Epic Viking, plus l'extension ne sont pas là cette semaine malheureusement, Nekojima, La chasse aux œufs, Hégémonie, Voidfall, Similo, Seigneur des Anneaux. Il faudra que tu finisses de monter les vidéos coup de cœur. On aura également un supplément en route, l'extension Darwin Journée, me semble-t-il qu'elle est là, ainsi que celle pour One Card Dungeon, voilà. Après la semaine prochaine, il y a d'autres jeux aussi, Dragon Song, Ma vie de renard, Planet Unknown, voilà, puis bon, faut qu'on fasse les coups de cœur du mois, le top 20. Alex? Ah. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il y a encore, comme vous l'avez vu dans ce sketch, beaucoup de sorties. Et je trouve, on en parlait justement avec Antoine, qu'il y a en cette fin d'année énormément de gros jeux. Donc normalement, on espère que cette vidéo ne devrait pas être trop longue. Parce que comme c'est des jeux qui sont plutôt destinés à des joueurs experts, on va essayer de la faire assez courte là-dessus. En général, tous les joueurs experts, ils ont déjà les informations en amont. Est-ce que ça leur convient? Est-ce que c'est bien pour leur type de joueur, etc. Est-ce que c'est l'expérience de jeu qu'ils cherchent? Donc comme vous avez en général déjà chopé les informations, nous, on va essayer de faire très condensé. La semaine dernière, il y avait un concours. Et il y a beaucoup de gens qui ont donné de la bonne réponse. Effectivement, le mot qu'il fallait deviner à travers nos esprits de mentalistes, c'était mignon. Et donc, la personne qui a gagné ce jeu, qui s'appelle, comme on peut le voir ici, Spirit. J'aime beaucoup ce genre de boîte quand tu dis « Ah, il a l'air bien ce jeu, tu te souviens pas du nom du jeu ?» Bah non. C'est ça qui est génial en fait, Spirit c'est marqué juste ici. Donc c'est très intéressant comme type de boîte. Spirit c'est cette personne-là, voilà, ton nom s'affiche en bas de l'écran. Tu as gagné une boîte de Spirit. Félicitations. N'hésite pas à nous contacter pour qu'on sache si on te l'envoie. Si tu peux passer à la boutique, comme ça on sera ravis de te la donner. Bravo à toi en tout cas et merci d'avoir participé tout le monde. On commence de suite avec les nouveautés, avec un jeu qu'on a pu jouer de mémoire à Parthenay, pour ceux qui étaient au festival du jeu à Parthenay. C'est Casino Top. Pas du tout. C'est l'Enfeust de Troyes. Et oui, il y a un jeu sur l'Enfeust. Alors, il y en a qui vont crier en scandale parce que j'explique ce jeu. Je ne connais pas l'univers de l'Enfeust. Donc si je prononce des noms bizarrement, si les gens font « Oh, il n'a pas parlé de ça, mais c'est un truc dans la BD, dans le tome 5 », je ne sais pas, je n'ai pas lu l'Enfeust. Mais on va y remédier. Pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vu l'Enfeust, vous allez vous dire « Bah du coup, c'est fait pour les gens qui aiment l'Enfeust ». Pas forcément, parce que moi, j'aime beaucoup ce jeu. Et je ne dis pas ça parce que c'est un jeu de Nathalie et Rémi Saunier que j'aime beaucoup. J'essaie d'être très objectif, mais je trouve que c'est un jeu qui renouvelle un peu l'expérience du roll and write. Ce qu'ils appellent au dos de boîte ici, c'est un Roll and Explore en fait, Roll and Explore pardon. Et donc là on est sur le chapitre 1er, Evileen. Je sais pas si je l'ai bien dit, il y en a qui font oh, mais ça se prononce pas comme ça. Donc c'est Okaluda qui présente ça, donc Nathalie et Rémi Saunier pour les auteurs, c'est illustré par Didier Tarquin. On est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est semi-coopératif. C'est des parties d'environ, je pense, ils ont dû mettre une demi-heure. Voilà, c'est ça. Et puis c'est à partir de 8 ans. Effectivement, les mécaniques ne sont pas très complexes. C'est un jeu dans lequel on va retrouver une petite fiche comme ceci. Et ce qui est bien fait en termes d'édition, c'est que dedans, vous aurez des petits calques transparents. Vous glissez votre fiche dedans. Et comme ça, vous allez pouvoir écrire dessus sans, tout en pouvant le réutiliser. Pardon. Ici, on a ce qu'on appelle la rose des vents. C'est un plateau qui va récapituler notamment le placement des dés. Il y en aura toujours 4. Ils ont des couleurs qui renvoient aux personnages qu'on va pouvoir jouer. Donc il y en a 4 normalement. Je ne connais pas tous les persos. Ceux que j'ai pas utilisés, c'est Ebus, c'est un troll de mémoire. Et l'autre, c'est pas Archimède, mais un truc comme ça. C'est Nicolède. Nicolède, bon, c'est Nicolas avec Archimède. Nicolède. Ah, moi aussi. Un sage, ouais, moi aussi, je peux inventer des noms. Ici, on a l'Enfeust et on a Sixi. Je pense que c'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas. Donc 2 personnages ici, les fiches de perso se constituent de cette manière-là. Ici, on a une fiche d'exploration et ici, on a plein de petites cartes. Comment va fonctionner l'Enfeust? C'est un jeu, comme je disais, un petit peu de roll and write, ici ce qu'on appelle de roll and explore, parce qu'on va explorer à chaque fois des zones ici qui vont changer à chaque fois en fonction du jeu que vous choisissez de faire, notamment par rapport à des chapitres. Et ce qui se passe, donc dans la première phase de jeu, c'est que
Je vais prendre mon personnage, bah, mettons je joue Sixi, il a son petit crayon, donc c'est cool, on n'a pas des feutres, on a des petits crayons qui s'effacent. Et je vais choisir déjà un point de départ. Donc là, le point de départ, ça va être forcément là ou là, c'est indiqué par les flèches. Je suis désolé, je suis gaucher, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup, je vais choisir un point de départ. Donc je vais choisir par exemple bah, ce point-là. Voilà, je l'indique avec un point. Voilà, je fais un petit point dessus, c'est mon point de départ. Une fois que j'ai fait ça, je vais lancer les 4 dés. Qu'importe qu'on soit 2 joueurs, 4 ou 3. Je lance les dés, j'ai le droit à 3 lancers. Ces dés-là, ils ont différentes valeurs qui vont se représenter sur la rose des vents. C'est pas mal ça. Actuellement, ce lancer est plutôt cool. Pourquoi? Parce que j'ai 3-6, hop, que je vais placer directement sur la rose des vents. Je pourrais les placer comme ceci ou comme ceci, pas de problème. Mais pour l'instant, je dois faire toujours correspondre la valeur du dé sur la rose des vents. Et le 3, malheureusement, est ici. On vous indique ici l'XP que vous pouvez gagner en fonction de la forme que vous avez faite avec vos dés. Et je vous le dis de suite, cette forme-là, c'est la forme que vous allez recréer à partir de votre point de départ sur la fiche. Donc là, on va avoir cette forme-là qui est possible, mais comme je ne suis pas trop intéressé par faire une forme de 3 parce qu'elle ne rapporte que 1 d'XP et que j'aimerais bien en gagner 2, et ben du coup, je vais essayer de pouvoir faire éventuellement un 5 ou un 6. Je vais du coup relancer ce dé, j'ai le droit, évidemment. Je fais un 5, c'est parfait, je peux m'arrêter là où j'aurais pu. Toujours autant de chance au dé. Voilà. C'était prévu dans la vidéo de toute façon. Je passe ce 5 ici, mais je pourrais très bien le mettre là ou le mettre là. Mais moi, j'ai envie de le placer ici. Donc ça, c'est la forme que j'ai faite. Immédiatement, je vais pouvoir gagner 2 d'XP. Alors l'XP, vous l'avez du coup ici au niveau 1. Alors attends, je vais essayer de me placer à un endroit où il n'y a pas trop de ouais. reflets. Alors je sais pas si je peux décaler comme ça. Bon, t'as des ça reflets? n'existe pas. Mais là, si tu tiens comme ça debout, c'est pas. Ok. Alors du coup, ici, vous allez avoir les zones où on met de l'XP. Donc pour chaque XP, en fait, on fait des croix, tout simplement. Donc là, bon, je vous le fais pas, mais voilà, vous mettez des croix. Et quand vous allez débloquer des niveaux 1, bah après, vous passez, en fait, vous débloquez la compétence qui est ici. Et après, vous débloquez les compétences niveau 2, etc. Au-dessus, c'est indiqué, c'est pour le mode aventure. Voilà. Là, vous avez l'or, vous avez les potions, les orbes. Voilà. Je rentre pas trop dans le détail. Là, vous avez les différents points de vie. Hop, ça, c'est pour une fiche de personnage. Une fois que j'ai fait ma forme et que j'ai gagné mon XP, je vais la remettre sur le plateau. Donc là, par exemple, bah, je prends ma forme hein, et je vais la refaire, tout simplement. Donc, mettons, je vais faire ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. J'ai fait une belle forme. Hop. Je refais exactement la même forme que représentée, hop, ici. Une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, si jamais j'avais entouré certaines choses, donc il y a des événements, enfin, il y a des événements ici, et ici, il y aura des monstres. Alors, ce qui est bien fait, c'est que vous avez des zones qui vous récapitulent dans quel, justement, type de zone vous vous trouvez. Ça peut être des marécages, de la jungle, des cités. Je renvoie ici par rapport aux différents événements, aux combats, aux coffres, aux portes que vous allez pouvoir trouver. Ce qui est chouette, c'est que du coup, vous avez des mots-clés sur les cartes. Donc là, par exemple, ça va être, bah, si je suis dans les marécages, je vais tirer une carte qui a le mot-clé marécage. Je la retourne, hop, et ben je tombe sur un, bah, ça se voit, hein, c'est un Pitulex plucheux. Voilà, à tes souhaits. Et du coup, ici, vous avez des caractéristiques qui sont demandées. Alors moi, comme je suis Sixi, je peux y aller soit avec la force, mais j'ai un malus de -2 parce que c'est mon personnage qui me l'indique. Je peux y aller en combattant, bah, malheureusement, je n'ai pas cette compétence-là. L'Enfeust, il l'a, mais pas moi. L'Enfeust, par contre, lui, il a du feu, mais moi, j'ai de l'eau. Et donc, avec l'eau, je peux aussi tenter de le vaincre. Vous me dites, là, il y a des valeurs, à quoi ça correspond? Bah, tout simplement à la valeur, du moins à la somme de vos dés. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, vos dés vous servent dans le lancer à la fois à la forme que vous allez refaire, pour faire justement de l'XP, comme je viens de le faire là avec une forme de 4, mais à la fois à la somme de vos dés qui peut être trop élevée parfois. Alors, c'est rarement le cas, parce que là, vous voyez que si je prends la force, bah, à 13+, c'est cool, parce que là, j'ai fait 3 x 6, 18, et 5, 23. 23 moins 2, ça fait 21. 21, bah, je suis à 13+, donc j'arrive à le vaincre sans problème. Du coup, je vais pouvoir gagner immédiatement la récompense qui est tout en bas, c'est-à-dire 3 d'XP. Je recoche mes 3 d'XP, ça va me permettre de gagner des compétences, etc. Donc, en soi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est qu'au final, l'édition est bien faite parce que tout le code couleur, tout ce qui est mots-clés va se retrouver très rapidement sur votre fiche personnage, sur la fiche de lieu, sur les coffres, sur les portes, etc. On a tous des petites compétences et vous verrez que le jeu parfois, donc on va le montrer ici. Ici, par exemple, vous avez des bonhommes ici. On revoit, là par exemple, il y a Ebus et là il y a Sixi. En fait, là il y a Sixi qui peut passer si elle utilise sa compétence spéciale. Et quand il y a des petites bulles comme ça de personnages, bah, ça vous indique que c'est votre personnage qui peut passer par là. Donc ça c'est cool. C'est logique que Sixi puisse passer ici parce que vous avez la réponse en commentaire. Donc voilà, je trouve que l'édition est très propre en tout cas. Je ne sais pas combien il est d'ailleurs, j'ai pas regardé. 31 €, mais c'est pas cher. Enfin, moi j'ai vu tout ce qu'il y avait dans la boîte, vous l'avez peut-être pas vu, mais moi j'ai vu ce qu'il y avait dans la boîte, c'est cool. Notamment tout n'est pas sur la table, ce magnifique petit, je sais pas qu'on appelle ça, tissu,
qui permet d'essuyer. Alors, vous voyez, j'ai déjà utilisé un petit peu, ça fait plaisir. mais c'est un petit chiffon Caluda. Là, vous avez, alors je vous explique un peu grossièrement hein, les règles pour une version, on va dire, mode libre. En fait, hein, vous prenez une carte, vous jouez, vous vous amusez à la fin de la partie. Alors, la fin de la partie, c'est cool, c'est pour ça que c'est semi-coop. C'est qu'en gros, une fois que vous allez avancer, vous avez des tours ici. À chaque tour, en fait, on va cocher des cases. Si jamais on arrive à la fin de la partie et que aucune personne n'est sortie du lieu, bah, du coup, on a tous perdu. En revanche, dès qu'un joueur a fini son tour en étant sorti en fait du village, enfin du coup là sorti vers le village, ça met fin à la partie et c'est celui qui a le plus d'XP qui gagne la partie. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est semi-coop, c'est-à-dire que si on peut tous perdre et s'il y en a un qui sort, c'est une personne qui gagne. Ça je trouve ça très cool. Je voulais faire un petit zoom à la fin là-dessus. Je ne suis pas rentré dans le détail pour les portes, pour les objectifs secrets qu'on va essayer de faire, etc. Tout ça, c'est à découvrir. On va essayer de faire condenser pour cette vidéo. Et notamment ici, bah, vous avez un livre d'aventure. Et ça, c'est cool parce que l'XP que vous allez gagner durant les scénarios et durant les chapitres, vous allez du coup le cumuler à chaque fois. Et notamment, bah, du coup, sur le plateau de jeu, vous verrez, des fois, il y a des embranchements qui vous disent d'aller à tel ou tel endroit dans la page. Il y aura différents événements, mais ça, c'est pareil. Je vous laisserai le découvrir. Je trouve que ça fait plaisir de voir un run and ride qui va se renouveler un petit peu dans la manière de faire. Je trouve que c'est une très belle proposition. Et dans un univers qui, au final, moi, je ne le connais pas, mais c'est un jeu qui me plaît déjà de par les mécaniques et qui donne envie en plus de s'intéresser à l'univers de l'Enfust. La semaine dernière, on parlait des jeux à licence qui sont de plus en plus cool. Bah oui. Et typiquement, un de plus. Ben là, après, oui, forcément. Mais c'est Nathalie et Rémi dessus, donc forcément, c'est toujours très bien fait. Ce sont notamment les auteurs de Twin It et de Maudit Maudit, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et notamment de Petit Peuple, également. Ça, par contre, c'est pas de Nathalie et de Rémi. C'est un jeu de Nigel Buckle et David Turkzy. On connaît beaucoup aussi dans les jeux experts. Voidfall, c'est illustré par Yann Hootle. L'avènement du néant, c'est par Super Meeple évidemment, parce que c'est un jeu expert et donc Super Meeple est très friand des jeux experts. Et Mind Clash. Et Mind Clash, exactement. Ici, on va être sur un jeu, donc ils mettent 45 minutes par joueur, je pense qu'on peut avoisiner même les 1 heure par joueur, surtout pour la première partie. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo à l'intérieur, je n'y ai pas joué évidemment, et c'est à partir de 12 ans et plus. C'est du gros jeu, on le voit sur le prix, hein, 120 €, c'est du gros costaud. C'est quand même très très propre en termes d'édition, hein, le matos c'est vraiment très joli. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez un plateau joueur avec plein de choses qui fourmillent dessus, c'est magnifique. Il y a plein d'iconographies, c'est génial. Vous avez des cartes qui sont notamment un peu pas le nerf de la guerre, mais c'est vraiment la manière dont vous allez jouer vos actions, ce sera défini sur les cartes, avec toujours plein de dilemmes, une sorte d'arbre de possibilités avec vos différentes actions. Les cartes ne se joueront qu'une fois et après bah, c'est fait, hein, donc il va falloir bien jouer les cartes au bon moment. Vous avez une carte ici qui représente plein de choses, notamment différents endroits où il va y avoir du néant, qui est une sorte de lutte un peu contre une sorte d'ennemis qu'on a en commun, entre guillemets. Et sans trop m'attarder dans la mécanique, donc on va jouer des cartes d'action qui vont nous permettre de faire plein de choses, dans lesquelles je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ce qui a beaucoup été appuyé par rapport aux joueurs qui ont eu le temps d'y jouer, c'est notamment le système de combat, qui est, comme on peut le dire, un peu à l'envers de ce qu'on va avoir en général dans les 4X, c'est-à-dire assez, pas aléatoire, mais avec une part un petit peu d'aléatoire. C'est-à-dire qu'on a une connaissance de ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai tant d'armées, je vais aller là, je vais attaquer. Normalement, à moins que je fasse ça à un jet tout pourri, ça passe. Parfois le jet tout pourri il tombe. Là c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est un jeu dans lequel vous connaissez pas la finalité du combat à l'avance, mais vous connaissez les forces entre guillemets qui seront engagées. Donc vous percevez déjà en fait l'intérêt d'attaquer ou pas du tout. Je pense que je n'en dirai pas plus parce que sinon on va partir dans une vidéo qui va durer 4 heures. Mais grossièrement, sachez que c'est pas un jeu qui est destiné à des joueurs qui, on va dire, se sentent de se lancer dans du 4X. Il faut déjà, je pense, avoir joué à un 4X, avoir déjà joué à des gros jeux, parce qu'il y a quand même pas mal de règles à assimiler, et ensuite, là, vous vous lancez dans Voidfall. Ça, c'est vraiment pour les connaisseurs. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus beaucoup de boîtes à la boutique. C'est intéressant ce que tu dis, je pense que c'est tout à fait vrai. Ouais. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais sachez que c'est un jeu plutôt destiné pour des gens qui veulent se taper dessus, contrairement à ce sur quoi je vais passer maintenant, qui est un jeu que j'attendais énormément, que j'aurais pu mettre dans ma vidéo de coup de cœur, malheureusement je n'ai pas pu y jouer. C'est Les Aventuriers du Rail Legacy, Légende de l'Ouest. Il est là.
Vous avez peut-être probablement déjà vu la vidéo du passe-temps qui en parlait, qui faisait des retours sur cette partie. Nous, on n'y a pas encore joué. Retour sur la campagne. Retour sur la campagne. Un seul jour. Bien sûr. Sommes-nous jaloux? Mais pas du tout. Nous, on a très hâte d'y jouer. On va se programmer ça dans une semaine. C'est ça. Plutôt que de vous en parler et de vous montrer d'autres boîtes tout pourries, j'ai décidé plutôt de découvrir le jeu avec vous. Et j'ai envie d'ouvrir cette boîte. Tu vois? Donc j'ouvre cette boîte. Voilà. Je vais tu fais un unboxing. Je fais un unboxing. Mais je n'y attendais pas du tout, Alexandre. Et c'est pour ça que je n'avais pas du tout préparé ce petit trépied. Hop là, voilà. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte? Hop. J'adore les ouvertures de boîte. Oh. Il est marqué stop. Donc, bah du coup, l'unboxing s'arrête. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Non, pas du tout. Oh, nous avons des règles. Ça, c'est plutôt cool. Alors ça, c'est très bien. Et c'est très d'avoir pratique. mis les règles dans la boîte. Des petits jetons intéressants. Oh. Alors, vous n'avez pas non plus l'odeur. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette odeur. Normalement, oui, mais... ça sent le plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? De la mousse? Ouais, vraiment, je pense qu'on peut pas aller plus loin que ça. C'est ce que je vois dessus. Alors là, vous avez un petit paquet. À la limite, on peut peut-être faire ça. Oh! Ah oui, là, tu révèles des choses intéressantes. Moi, j'adore dans les Legacy, ce que j'aime beaucoup, c'est toujours ces petites boîtes que l'on peut voir comme ceci. Bien sûr. Ah, ça, c'est très plaisant, ça. D'accord. Donc ici, avec plutôt des lieux géographiques. Oui. Ici, on a les boîtes avec les différentes compagnies. Ça, c'est des trucs qu'on peut vous montrer. Je sais pas. Ce qu'il y a ici, mais je vous montrerai pas parce que dessous il y a l'air d'y avoir des petites choses qui sont des surprises. Okay. Mais vous l'avez probablement déjà vu parce que c'était sur la plupart des visuels. Le plateau en mode puzzle qui va s'agrandir d'une partie sur l'autre. Ça, c'est les boîtes pour ranger des couleurs de joueurs en fait. Donc c'est cool, on a chacun sa petite boîte. Comme quoi, ça veut dire qu'on risque de débloquer des choses durant la partie dans lesquelles on va devoir ranger des petits trucs. J'espère bien, monsieur. Là-dedans, il y a les trucs Florida. Voilà, des petits paquets comme ça avec des noms marqués dessus. C'est cool parce que il y a l'air d'avoir de la place. Ça veut dire que il va y avoir des choses qui vont se débloquer petit à petit. Oh, qu'est-ce que c'est ça? D'autres jetons. C'est le à l'arrache, on n'a rien prévu. Ouais, non, on n'a rien prévu. Là, vous avez des cartes qui sont les cartes classiques qu'on peut retrouver d'Aventuriers du Rail. On a un petit paquet histoire, donc que je vous montrais tout à l'heure. Et ensuite, je sais pas, j'ai pas trop envie de. Oh, il y a un petit bloc. Voilà. C'est chouette, il y a plein de trucs. Oh, il y a des séparateurs. Ça veut dire que ça pue les cartes qui vont arriver à foison et qu'on va devoir après séparer là-dedans. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pendant ce temps-là? Sachant qu'on n'y a pas encore joué, peut-être à la limite, le mieux ce qu'on a à vous dire, c'est qu'on peut revenir dessus une fois qu'on y aura joué. C'est complètement plus intéressant. On fasse un peu notre retour aussi au fur et à mesure. Est-ce que c'est un legacy qui est bien pour découvrir les legacy? Je pense, parce que j'en ai vu une fois de plus, merci le passe-temps, parce que ça reste de l'accessible, ça reste de l'aventurier du rail. On a ces fameux petits Il y a certains legacy aujourd'hui qui peuvent aller très très loin dans les découvertes, dans les surprises, qui vont vraiment secouer le jeu dans tous les sens. A priori là c'est pas tant le cas que ça, on est plutôt sur un développement des possibilités de jeu, ce qui en soi est déjà super cool. Et je pense qu'on n'a rien de plus à dire pour l'instant. Tout à fait. Il faut qu'on accepte que on en aura beaucoup plus à dire une fois qu'on aura découvert ce que ça a dans le ventre. J'espère qu'on pourra faire un maximum de parties entre cette vidéo et la prochaine. Ouais, ça a l'air cool quand même. Moi, je vais lire les règles et je vais te laisser reprendre la main. Ça me paraît pas mal. Et donc, après l'unboxing le plus flingué d'internet, nous allons continuer cette vidéo du vendredi. Et à nouveau, je vais reprendre exactement ce que tu as dit tout à l'heure, Alex. Beaucoup de jeux experts. On a pu jouer, je pense, dans ces jeux experts à un tiers de ce qui est sorti. Donc je vais essayer de me focaliser sur les jeux dont je peux vraiment vous parler et de passer un peu moins sur les autres, malheureusement. Parce que on a été très occupés ces derniers temps. Noël commence à se préciser, hein, la boutique commence à vraiment se charger en termes de fréquentation. Toi, Alex, tu es encore en tournage. En montage. En montage, ouais. Tu étais là à la boutique aujourd'hui, mais ça t'a pris beaucoup de temps. Ouais. Tu es sur la fin, donc ça a déjà commencé à être publié, mais finalement, tu montes un peu au fur et à mesure. C'est toute une machinerie derrière. Mais on arrive quand même à se mettre un petit peu dans le bain. Et donc, cette semaine, hop là,
Je vais poser ce micro après, ce sera beaucoup plus simple. Hop, on va le mettre sur le petit Septima. Coup de cœur d'Alice. Hop. Hégémonie. Menez votre classe à la victoire. Pourquoi? Parce que c'est un jeu asymétrique où on va jouer, alors, différentes classes sociales, oui et non, puisque je dirais plusieurs entités, puisqu'il va y avoir les ouvriers, la classe ouvrière, la classe moyenne. Il y a un joueur qui va jouer le grand capital, et il va y avoir un joueur qui va jouer le gouvernement. Donc c'est un jeu auquel on peut jouer en solo, notamment parce que il y a dans cette version-là bien précise de Don't Panic Games une extension qui le permet. J'ai pas dit les noms des auteurs, Oui, parce que simplement je ne les avais pas sous les yeux. Et bien, ils sont pas au-dessus de la boîte. Ah, voilà, hop là. Ah non. Varnavas Timotheou et Vangelis Bagiartakis. Ok. Voilà, c'est quand même très important et illustré par Jakub Skop. Maintenant que tout ceci a été dit, c'est un jeu qui peut donc se jouer en solo, on peut jouer jusqu'à 4, mais très honnêtement, ça se sent que c'est un jeu qui va être intéressant de jouer à 4, vu qu'il va y avoir cette asymétrie qui est très marquée, et donc on va énormément dépendre des choix des autres joueurs. Donc, ce genre de jeu, franchement, si vous devez l'acheter pour vous, pour faire un beau cadeau, parce que c'est du beau cadeau, pensez-le comme un jeu que vous jouerez à 4, mais qui va vous proposer une expérience de jeu vraiment, vraiment unique. On va vraiment jouer chacun à notre manière. Alors il y a des éléments de gameplay qui sont communs à certains joueurs, notamment la classe ouvrière et la classe moyenne. On va pouvoir envoyer des personnages pour aller travailler dans des entreprises qui auraient été plutôt mises à disposition par les autres, surtout par le grand capital finalement. Oui. Mais par exemple la classe moyenne peut aussi proposer des entreprises. Oui. Comme elle va aussi aller travailler. Et on va aussi marquer des scores selon des critères très spécifiques, et à nouveau c'est très thématique. Par exemple la classe ouvrière, vous allez essayer par exemple de ne pas mourir de faim. Ouais, ça peut être pas mal. Un petit peu. Tandis que la classe moyenne s'occupe un peu plus de son petit bonheur en consommant des produits. D'accord. Donc il faut qu'il y ait des produits disponibles. Voilà. Vraiment, je rentre absolument pas dans les détails, j'ai cherché de la vidéo, j'ai vraiment eu du mal à en trouver plus. Juste que la proposition me semble quand même... Ouais, la promesse a l'air très très cool. Voilà, c'est une promesse. Moi j'ai envie de jouer les deux extrêmes, je sais pas pourquoi. Oui, pareil. Tu vois, la classe moyenne, ça m'intéresse pas du tout. Genre, tu dois faire ta petite vie, consommer. Par contre, la classe ouvrière ou vraiment le gouverneur... Enfin, le gouverneur. C'est rigolo. Oui. Mais alors, le dirigeant, ça doit être drôle, quoi. C'est typiquement le genre de jeu, à un autre moment de l'année, on aurait peut-être eu le temps d'y jouer. Peut-être que aussi les autres influenceurs et reviewers auraient peut-être pu plus y jouer et plus en parler. Malheureusement, c'est bouché. En ce moment, c'est bouché. Ouais, là, c'est compliqué. Ceci dit, Don't Panic Games propose ceci en VF. La proposition est complètement unique. Curiosité. On passe à Yuan. Ici, l'art de la guerre. 2 boîtes. Nous allons avoir la boîte Chine ici et la boîte des Mongols de ce côté-là. C'est un jeu qui est très 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 particulier. Donc c'est un jeu de Shari Sigogno, illustré par Adrien Rive. C'est Okaluda qui nous propose ceci également. 2 jeux Okaluda cette semaine, quel plaisir. Pourquoi 2 boîtes? Bon, simplement pour 2 raisons. Tout simplement parce qu'on va pouvoir cumuler les boîtes dans un premier temps. C'est un jeu de 2 à 4 en temps normal. On pourra jouer donc jusqu'à 8 joueurs en combinant les boîtes. Ça va être dantesque. Vraiment, vraiment, vous allez vous en rappeler toute votre vie. Et aussi parce que ça fait une petite couverture supplémentaire. Et donc vous pouvez mettre les boîtes côte à côte comme ceci. Et elles se complètent. Ça, c'est beaucoup plus gadget. Mais ça fait quand même très plaisir. Bon, ça ne nous dit pas de quoi il s'agit. C'est un jeu que je pourrais classer d'initié. Des parties de 1 heure, 1 heure et demie, ça va dépendre un peu des joueurs, mais pas tant que ça, puisque ça se joue en simultané. Alors, semi-simultané, ça dépend un peu des actions, mais vraiment 80% des actions se joueront en simultané. Et c'est un jeu de contrôle de territoire, de conquête donc, avec un petit aspect gestion, mais en fait cette gestion va vous servir à établir des défenses, lever des armées, donc vraiment à faire de la conquête. C'est vraiment un jeu de conquête avant tout. Comment est-ce que ça fonctionne? En tout début de partie, on va donc chacun recevoir une nation, un peuple, et on va former le plateau. Le plateau il est constitué de tout un tas de sortes d'hexagones, c'est ça, avec dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases à chaque fois, donc ce sont ces espèces de petites tuiles circulaires comme ceci, qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, avec des montagnes, avec des champs, des emplacements pour mettre des temples, des villes, et puis surtout de l'eau. Et à chaque fois vous allez créer un terrain de jeu un peu unique, voire carrément unique. Tout ceci, ça va être découpé en petites zones qui sont nommées. Et ça va être très important, puisqu'en fait, chaque action va être programmée derrière votre paravent.
Et donc vous allez faire par exemple, eh bien, j'en sais rien moi, action de construire une ville, développer une ville, vous allez marquer le nom de la région, et donc quand on va passer à l'étape où on vérifie si des joueurs ont fait cette action, pim, dans cette région vous allez construire la ville. Par contre si vous faites une action de attaquer, et vous mettez le nom de la région, ça veut dire que vous allez attaquer cette ville, parce qu'en fait, vous avez une petite surface effaçable à sec, décidément, Ouais. l'Enfest auquel il y a, ça se joue quand même très différent, et tout le monde va donc écrire et programmer ses petites actions. On a quand même un petit plateau individuel sur lequel on va pouvoir gérer les ressources de base, donc en gros c'est la nourriture, le bois et la pierre. Pourquoi faire? Parce qu'on peut construire des temples, on peut améliorer nos villes en gros, et on va pouvoir faire des murailles. Les murailles sont hyper embêtantes parce que dans ce jeu, quand vous mettez une muraille, c'est de la vraie bonne muraille. On peut rien faire, vos adversaires vraiment sont bloqués par cette muraille. Ça va vous permettre vraiment de verrouiller une zone et de vous permettre du coup pendant ce temps-là d'aller attaquer plus loin potentiellement, parce qu'en fait c'est vraiment ça le but. Le but c'est vraiment pas de rester dans son coin à développer sa petite économie, parce que alors oui vous pourrez lever une muraille immense et dire ok ces deux régions là elles sont à moi, mais les autres joueurs ils vont se partager tout le reste et ça va pas être bénéf. Donc il va falloir en vouloir. Et donc ça va être vraiment intéressant parce que on va tous programmer en même temps. On se demande ce qu'ils vont faire les autres. Des fois on prépare des selles qu'on se dit ok alors il va m'attaquer par là, c'est à peu près évident. Donc moi si j'arrive par ici, pim, j'arrive à revers, il va se casser les dents sur mes défenses, je le prends en tenaille. Il va vraiment y avoir ce genre de réflexion. Donc du coup les adversaires vont se dire ça aussi en même temps et finalement on résulte des surprises. La plupart du temps, on s'attend pas. Les autres joueurs ne font pas forcément ce à quoi on s'attend, et c'est aussi le plaisir de jeu. Voilà. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que la proposition est là, donc j'y ai joué, appartenait également. Une première partie, je pense qu'il y a une prise en main qui est pas forcément hyper évidente. Alors, on était en condition de festival, hein, vous savez ce que c'est. Durant les explications, on peut être interrompu. Hop, on change de table parce qu'il n'y a pas de place. Enfin, tout ce qu'on peut avoir en festival, donc ça nous a un petit peu ralenti. Mais voilà, considérez quand même qu'il y a une petite prise en main. Je pense que passer la première partie, ça devient extrêmement fluide et que justement, ça va être le plaisir d'avoir un jeu de conquête de territoire en simultané extrêmement fluide. Hop, on va rester un petit peu dans la même thématique, ou presque. Avec Let's Deal for a Treasure. Non, c'est faux. C'est faux, elle est nulle cette blague. Je vais arrêter de la faire cette blague. Et là, je m'enfuis sans mon micro. Mais vous allez très mal m'entendre. Voilà, c'est beaucoup mieux. On va donc poursuivre avec Zhanguo First Empire, qui est une réédition. Donc, c'est un jeu de Marco Canetta et Stefania Nicolini, illustré par David Sidbon et Ulrich. Et c'est une réédition du jeu du même nom, ou presque, parce que je crois qu'il s'appelait Zhanguo tout court. Une réédition par Sorry We Are French. Oui. Et puis pas que, parce que je vois d'autres noms d'éditeurs au dos, on va les regarder au passage. Mais c'est vraiment du boulot Sorry We Are French. Ça se voit dans la direction artistique. L'illustration de David Sidbon, c'est la même personne qui a fait les illustrations de Iki, qui était également une réédition. Et là aussi, comme ça a été fait sur Iki, c'est pas simplement une réédition où on remet un petit coup de lac, pim... c'est bon, le jeu a l'air neuf et on vous balance. Ils ont quand même repensé un certain nombre de choses, notamment au niveau de l'ergonomie du jeu. Et on le sait que Sorry We Are French, quand ils bossent l'ergonomie, c'est absolument impeccable. Sorry We Are French, ça fait partie des éditeurs, quand on va aux journées pro, alors que ce soit en festival ou les journées pro Gigamic, parce que du coup ils sont distribués par Gigamic, quand on nous dit, bon bah voilà, là c'est le prochain Sorry We Are French. Ils savent qu'ils ont totalement notre attention. Complètement. C'est vrai. C'est un éditeur qui quand même nous a bien marqué en pas tant de jeux que ça, mais chaque jeu est tellement quali. Bref, Zhanguo, hop là, qui en ce moment a un petit goodie. Hop là, comme ceci. Sorry We Are French, je vois du Hachette, je vois du Randolph aussi ici. C'est un jeu dans lequel il y a un grand plateau sur lequel on va aller poser des choses parce qu'il y a une dimension de... pas de conquête, mais de contrôle de territoire, de majorité et aussi de priorité. Quand vous êtes premier à arriver dans une région, vous allez avoir des bonus qui sont plus gros que les joueurs suivants. Vous allez donc essayer de faire tout un tas d'actions pour aller envoyer comme ceci des personnages. Donc en gros ce sont des administratifs, hein, ce sont des officiels que vous allez envoyer, je sais pas, il y a un autre nom de métier que j'ai perdu, que vous allez envoyer pour unifier la Chine, parce qu'en fait c'est ça la thématique, c'est l'unification de la Chine. Donc en gros, petit cours d'histoire là Antoine, attention je rentre pas dans les détails parce que je suis nul dans l'histoire, mais pendant très longtemps la Chine c'était tout un tas de petits royaumes qui se faisaient la guerre, ça a duré très 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 longtemps cette affaire. Il y a
le premier empereur qui a unifié tout ça. Ça n'a pas pris 3 semaines, hein, je vous le dis, et aujourd'hui il y a encore des choses incroyables qui arrivent de cette époque, notamment la Grande Muraille, on va y participer, la Grande Muraille, la fameuse armée de terre cuite, c'est aussi cette époque-là, etc., etc. Et donc qui dit unifié? Bon, déjà on a une même zone géographique, hein, d'accord, c'est un peu comme ça qu'on définit une nation, mais aussi avec des lois communes, et donc eh bien, vous allez apporter ces lois communes dans les différentes régions, une monnaie commune, vous allez apporter la monnaie commune de l'Empire dans les différentes régions, et une écriture commune, un langage commun. Quand on a tout ça, on a une nation qui tient bien la route. C'est ce que vous allez essayer d'apporter, vous, pour l'empereur, dans ces différentes régions. Comment est-ce que vous allez faire tout ça? Avec des cartes. Des cartes, il y en a 120, elles sont numérotées, de 1 à 120. Elles sont par type de carte, il y a 3 types de cartes, je ne rentre pas dans les détails. Ces cartes, elles vont vous donner des ressources, ou vous allez pouvoir aussi les utiliser pour faire des actions. Donc, première chose, récupérer des ressources. Vous avez votre plateau individuel comme ceci, avec les éléments que vous pourrez poser sur le plateau central. Et ici, ça va représenter les différentes régions que vous allez pouvoir retrouver hop, là, sur le plateau. Vous allez pouvoir donc glisser des cartes comme ceci, récupérer les ressources. La première carte que je pose, elle me donne une ressource du type indiqué. La deuxième carte que je pose dans une même région va me donner 2 ressources du type indiqué, et ainsi de suite. Attention, vous allez avoir une limite, parce qu'en fait, il y a du mécontentement. Les gens, alors il y avait la guerre, d'accord. Après, il n'y a eu plus la guerre, donc ils croyaient que c'était tranquille, et là, on leur dit, bon, mais maintenant, vous allez bosser pour l'Empire. Bon, une première fois, ça va, une deuxième fois, ça va, une troisième fois, ils sont pas contents. Donc, chaque région va avoir une limite. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, ça va être pouvoir déplacer vos petits pions d'officiels comme ceci pour aller les placer sur les différentes régions, et c'est ainsi que vous allez pouvoir envoyer comme ceci des... je sais pas, j'ai perdu le nom. Des petits bonhommes. Des petits bonhommes. On va les appeler des petits bonhommes. Ces cartes-là, elles peuvent vous permettre de faire des ressources, mais vous allez aussi eh bien, pouvoir les jouer donc, à côté du plateau, pour aller faire toutes les actions, donc les actions, toutes les autres actions qui restent, il y en a 5 ou 6 actions différentes. Par exemple, vous allez pouvoir faire un petit peu de commerce et d'exploration ici, vous allez pouvoir participer à la construction de la Grande Muraille, vous allez faire les petites actions que je viens de vous indiquer avec les officiels qui vont se déplacer et le fait d'aller pouvoir les placer sur le plateau. Tout ça, ça se fera en jouant les cartes à côté du plateau. Il va y avoir des actions qui vont vous apporter des bonus si vous jouez une action qui a une valeur, je vous l'ai dit, les cartes sont numérotées, et bien elle a une valeur chiffrée supérieure à la précédente, ou inférieure à la précédente. En fait, ça va dépendre de l'action. Certaines actions c'est plus, d'autres actions il faut faire moins pour avoir le petit bonus. Donc, une manche, 6 cartes, vous recevez 6 cartes. Ces 6 cartes, on va les jouer une par une. Quand c'est mon tour, je joue une carte. Hein. Donc finalement, c'est des tours qui sont quand même assez rapides, mais j'ai tout un tas de dilemmes, parce que cette carte, elle me permet de faire plein de choses différentes. Est-ce que je veux les ressources? Dans quelle région? À quelle intensité? Je la vire pour faire une action. Quelle action parmi les 5-6 disponibles? Et donc, on va terminer la manche, et une fois qu'on n'a plus de cartes en main, on va repiocher 6 cartes, et on va relancer une manche, et ainsi de suite. Il y a 120 cartes. C'est beaucoup, parce que ça va offrir énormément de possibilités, et en même temps, c'est pas tant que ça, parce que si vous poncez le jeu, vous pouvez finir par un petit peu les connaître. Comme je vous l'ai dit en plus, ils sont classés par catégorie, donc de 1 à 40 c'est tel type de carte, de 40 à 80 c'est tel type de carte, etc. Et donc anticiper les cartes qu'il est possible de jouer ou pas. Et ça, c'est quand même monstrueux. Hop là. Voilà donc pour Zhanguo, le First Empire. Et donc on va quand même vous parler du petit Let's Dig for Treasure qui est là. C'est un jeu Dynamite Game. J'arrive pas à voir ce qu'il y a marqué. En tout cas, c'est Don't Panic Games qui les propose ici. C'est un jeu de la même gamme que... Il est là, à côté, là. Il est là. Que Let's Summon Demons, qui a eu un succès incroyable. Oui. C'est-à-dire que c'est le genre de jeu auquel nous n'avons pas joué, mais qui se vend super bien. Les gens viennent le chercher chez complètement. Nous. Donc c'est tant mieux. Ça nous fait moins de travail et ça rend les gens heureux. Donc c'est parfait. Celui-ci était un jeu un peu à la... Unstable Unicorns, on essayait de construire un peu son jeu et on allait s'embêter les uns les autres. Un petit peu aussi peut-être à la Munchkin, enfin bon, vous voyez un petit peu le style de jeu. Let's Dig for Treasure, moi je trouve qu'il me fait plus penser à une sorte de Exploding Kittens finalement, puisqu'il y a un côté stop ou encore, et on va aller piocher des choses dans des paquets de cartes. Voilà en gros, il va y avoir 3 paquets de cartes sur la table. On va aller creuser en fait, on est des enfants, on part creuser des trucs dans la nature. C'est pas forcément une bonne idée parce que on va tomber potentiellement sur des trésors, genre il y a l'Arche d'Alliance et si vous la trouvez associée à tel autre objet, genre il y a le Graal, je sais plus exactement, c'est que des bêtises hein, les cartes. Pim, ça fait exploser votre score, mais à côté de ça, il y a des cartes complètement stupides et contrairement à la plupart des stop ou encore où il y a une règle fixe qui vous dit si vous piochez ça, vous arrêtez, ou tant de cartes de telle couleur vous arrêtez, non en fait là ce sont les cartes qui vont vous indiquer comment elles vous font gagner des points,
sous quels critères. Il y en a qui vont gagner des points bruts et d'autres vont vous dire moi je vous fais gagner des points que si vous trouvez aussi telle carte, mais elle va aussi vous dire comment vous perdez des points potentiellement et à quel moment ça va s'arrêter. Donc par exemple il y a les vers, on peut trouver des vers de terre, et si vous trouvez 2 cartes vers de terre, votre tour s'arrête et vous perdez tout ce que vous aviez. Mais il y a des cartes qui vous font perdre tout d'un coup. Il y en a, il faut en cumuler 3. Il y en a, ils vous font transformer des cartes positives en des cartes de points négatives, etc. C'est aussi simple que ça, on est sur du jeu un peu bébête régressif, et c'est ce qui plaît. Et voilà, on va pouvoir passer à la suite. On va faire un petit intermède sur cette vidéo puisqu'il ne s'agit pas d'un jeu de société, mais c'est bel et bien quelque chose que nous vendons à la boutique et que nous vendons tous les ans. C'est le joyeux Noël solidaire, le calendrier de l'Avent du Secours populaire français, avec en général une illustration faite par un artiste ou une artiste bordelais ou du moins de la région. Alors cette année c'est rouge, je crois que j'ai vu ça sur la tranche quelque part, et j'irai donc checker ce Instagram car je ne connais pas cet artiste et ça ne va pas du tout. Et c'est aussi un calendrier que vous allez pouvoir trouver dans une autre boutique à Bordeaux puisque c'est un partenariat que nous faisons tous ensemble avec le Secours populaire, et c'est à Crazy Cat. Et Crazy Cat à Bordeaux, si vous êtes bordelais vous le savez très bien, si vous n'êtes pas bordelais que vous passez dans le coin, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. C'est une des meilleures adresses, si ce n'est la meilleure adresse pour aller acheter des bandes dessinées en tout type, des gros Marvel, de la petite BD indé française et d'autres pays. C'est tellement riche, ils sont hyper connaisseurs. On précise que dans celui-ci c'est des chocolats qu'il y a dedans. C'est des chocolats. Même si on vend des jeux, il y a quand même du chocolat voilà, dessus. c'est pour ça, d'où le petit intermède, un petit chocolat par jour, bref, le principe du calendrier de l'Avent dont les bénéfices seront reversés au Secours populaire français. Et on continue. Ah, déjà, ok. Je savais pas que tu allais lancer. Ah, c'est pas grave. Allons-y. On enchaîne sur les chats de Schrödinger. Ce n'est pas un unlock, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de chats de Schrödinger. Oui, c'est le 3e ou 4e jeu de l'année. En fait, on a eu chat de Schrödinger dans les unlocks. Oui. On a eu Cat in the Box, oui, qui est aussi une thématique des chats de Schrödinger. Et là, on a les chats de Schrödinger de chez Gigamic, qui est un jeu, on va dire, de paris. De surenchère. De surenchère, de paris. Disons-le vulgairement. Ouais. C'est un Perudo plus. C'est un Perudo. Alors moi je trouve, alors c'est un peu, je vais pas dire triste, c'est un peu méchant, mais moi j'ai pris plus de plaisir sur les chats de Schrödinger que sur Perudo, parce que des Perudo j'en ai quand même pas mal bavé. Ouais. Et je trouvais que ça manquait d'un truc, mais je savais pas quoi. Et en fait, les chats de Schrödinger, ils apportent ce petit plus. Je suis 100% d'accord. Ce système de contrôle en fait que je trouve très malin par rapport au fait qu'on remplace les dés par des cartes, et ça donne beaucoup plus de subtilité au jeu. C'est un jeu à partir de 10 ans, c'est pour 2 à 6 joueurs. Je pense que l'intérêt vient quand même à partir de 3, comme dans beaucoup de jeux comme ça, de bluff. Non, mais ça c'est assez bien résumé. En fait, on va avoir des cartes en main. On va avoir un petit plateau central, ça c'est vraiment la meilleure idée du jeu. Oui, complètement. Et en fait, les cartes en main que vous avez représentent... faire la mise au point. Ça, c'est pas grave, c'est bon. C'est pas grave. Vous avez des cartes en main qui sont soit des cartons vides, voilà, il n'y a rien dedans, soit vous avez un carton avec un chat, soit vous avez un paradoxe dedans. C'est un truc... Ah oui, il y a chat vivant, chat mort, oui, boîte vide, en gros. C'est ça, et les boîtes de Heisenberg. D'accord. Que j'expliquerai juste après. Très bien. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va, comme dans un Perudo, pour ceux qui connaissent le Perudo, c'est que vous lancez une mise, mais vous lancez une mise sur l'une des 3 cartes. Et comme vous en avez, je crois 6 en main, en gros, vous allez dire, moi, je pense qu'en tout, sur toutes les cartes qu'on a, nous, tous les joueurs en main, il y a facile 4 chats vivants. Et vous prenez du coup le petit marqueur qui est sur la piste et vous le mettez sur 4 chats vivants. Le joueur d'après, il peut vous dire que vous mentez. Dans ce cas-là, après on vérifie, en fonction, c'est lui qui gagne ou c'est vous, bref. Soit du coup, il peut très bien surenchérir, mais il peut faire une surenchère en suivant la piste, qui est une sorte de spirale en fait, qui va vers le centre. Et donc, il peut surenchérir, mais sur autre chose. Par exemple, il peut dire, moi je vois qu'en surenchère, tu as dit 4 chats vivants, moi je vais dire qu'il y a 2 boîtes vides. 2 boîtes vides, comme il y a moins de cartes de boîtes vides dans le jeu, il va dire, moi je pense qu'il y en a 2 en tout. Et il a le droit, parce qu'en fait, sur la piste, c'est bien après les 4 chats vivants. Et le joueur d'après peut ainsi de suite le mettre en faux, ou au contraire, surenchérir, etc. Encore. Au bout d'un moment, du coup, vous allez du coup passer un passage où, vous arriver à un moment, où du coup, soit la personne, vous allez la dire, non, tu mens, et vous vérifiez si oui ou non ça a marché ou pas. C'est comme ça qu'en fait, on va gagner la partie. Mais ce qui est très subtil, c'est qu'on va pouvoir se défausser de main. En fait, on va jouer ce qu'on appelle des preuves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais une annonce, je prouve avec mon annonce que j'ai au moins cette carte-là en main. C'est ça. Par exemple, j'ai misé sur les boîtes vides. Il y a 3 boîtes vides. Il y a 3 boîtes vides. Je montre une boîte vide de ma main, je la pose devant et je peux repiocher du coup
une carte, si j'ai bien saisi C'est ça, en la fait, autant subtilité. que ce que tu as mis devant toi. Et donc, ça on va peut encore renouveler ta main, ça fait des preuves. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est du coup, on peut montrer de 0 à 2 cartes. Ce qui fait que du coup, pour prouver certaines choses, je vais révéler plus de cartes, mais je vais en repiocher d'autres. Donc en fait, j'ai techniquement refait ma main. Donc je n'ai peut-être plus ce que j'ai annoncé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme on va toujours en amont et comme on surenchérit à chaque fois, mais que les joueurs changent potentiellement les possibilités qu'ils avaient en main, bah, du coup, ça vous donne encore plus ce côté bluff en fait. Finalement, le bluff en général, par exemple sur un paire d'eau, va monter puis d'un seul coup descendre. Là, c'est sans arrêt comme ça, parce qu'en fait, comme vous refaites votre main, vous dites « Attends, mais ça c'était plus bon à tel moment, mais maintenant c'est peut-être de nouveau bon, parce qu'il a rechangé ses cartes, du coup ce qu'il avait annoncé était faux, et maintenant c'est peut-être vrai. » Donc c'est ça qui est chouette, je trouve, c'est cette petite subtilité du chat de Schrödinger. C'est sympa. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Les cartes de Heisenberg. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Rapport le principe d'incertitude d'Eisenberg. Oui, tu bien l'as sûr. expliqué, Alex, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Ah, c'est dommage, on n'a pas le temps. Ah là là. Les cartes Heisenberg, en fait, ce sont des cartes qui vont suivre l'annonce. Admettons que j'ai une carte Heisenberg dans ma main et je dis, ben moi j'annonce qu'il y a 5 chats vivants. Eh ben, les cartes Heisenberg sont des chats vivants. Si j'avais annoncé des boîtes vides, les cartes Heisenberg seraient des boîtes vides. Ok, donc ça fonctionne un peu comme le Perudo avec le Joker. En fait, il n'y a pas de 1 dans le Perudo. C'est un peu le Paco, ouais. Ouais, c'est le Paco, ouais, c'est ça. Ok, bah c'est cool. Et moi j'aime bien. Il est dans mon sac à dos, c'est pour ça qu'on ne vous montre pas les cartes, c'est parce qu'en fait je l'ai oublié parce que je voulais y jouer mardi soir. Voilà, tout simplement, j'avoue. Mais on y jouera, puisqu'on a le temps. J'ai pas joué mardi soir, mais... Et comme il y a très peu de nouveautés chaque semaine, c'est parfait. C'était ironique, bien entendu. On a reçu un nouveau Reiner Knizia. C'est un jeu édité par les Spaceko, c'est un jeu pour enfants. Là, on est dans la section enfants. Je vous montre 2 jeux enfants là actuellement en termes de nouveautés. Des souvenirs plein le ciel, qui est un jeu à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs, 20 minutes les parties. Hop, c'est une très très belle édition, comme souvent chez les Spaceko. Ce qui est très cool chez les Spaceko, c'est qu'on vous indique toujours un âge minimum, voilà, pour débuter, pour découvrir le jeu, ce qui fait qu'eux, ils mettent toujours la moyenne. En gros, c'est 5 ans, mais 4 ans, effectivement, ça marche aussi. Avec accompagnement des parents. Voilà, exactement. Ils mettent toujours les petits points forts, c'est très sympa. Des parents, mais là, d'autant plus. Le dos de boîte est très bien fait. C'est Sepio aux illustrations. Sepio que j'ai vu autre part. Je me suis dit, putain, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Et je viens d'oublier le jeu, ça m'embête. Tu me diras en commentaire. Oui, sûrement. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Je trouve que la mécanique aussi est très très cool. C'est très poétique. C'est un jeu qui me fait penser un petit peu. Alors il y avait ça, je crois, c'était Marie Magique chez Matago. Oui, tout à fait. C'est Matago qui avait proposé. Et ça fait penser aussi un peu loin dans la thématique au creux de ta main. Voilà. Ouais. C'est un peu un mélange de ça. En termes d'univers, on est dedans. Voilà. L'idée, c'est qu'en gros, on va avoir chacun 8 petites cases ici qui sont face cachée au début. En fait, elles sont numérotées de 1 à 6. Et on va toutes les mettre en tas de 1 jusqu'à 6. Donc 6 étant le plus en bas et 1 étant le plus en haut. Et on va aller découvrir ces cartes-là au fur et à mesure. Et en fait, vous verrez durant la partie que quand vous allez constituer une sorte de puzzle à 6 cases, en fait, ça va représenter un souvenir, d'où le lien avec au creux de ta main, un souvenir que les personnages ont vécu. Et donc vous avez ici donc, un plateau central. Au bord du plateau, on va avoir des numéros et des couleurs qui correspondent aux numéros que vous cherchez de votre couleur, évidemment, dans l'ordre de 1 à 6. Une tuile nuage au centre, qui est la tuile centrale, sur lesquelles les joueurs vont commencer. Et plein de petits pions ici. Ces petits pions, certains ne sont pas aimantés, et d'autres, évidemment, sont aimantés. Et donc vous, à chaque tour, vous allez pouvoir vous déplacer d'autant de cases sur le chemin de votre choix. Vous vous déplacez un peu comme dans Labyrinthe Magique, pour ceux qui connaissent. Mmh. Vous vous déplacez, et tant qu'aucun pion ne voilà, qui était là-haut, pardon. Tant qu'aucun pion ne se magnétise en fait avec votre pion à vous, vous avez le droit d'avancer jusqu'au numéro. Si vous y arrivez sans qu'aucun pion ne soit collé à votre pion, du coup vous récupérez la première tuile, enfin le numéro correspondant, toujours dans l'ordre évidemment. Et de là où vous êtes, après, vous allez essayer de tenter de récupérer, lorsque viendra votre prochain tour, la prochaine tuile. Ce qui est chouette, c'est que du coup, on a toujours pour les enfants ce côté un peu magnétique qui est toujours un peu stressant. Vous déplacez, puis petit à petit, vous levez, hop, vous essayez un peu vous avez un jeu de prise de risque, donc vous tentez des chemins. Mais ce qui est cool, c'est que les joueurs vont essayer de se rappeler du chemin que vous avez emprunté, parce que là où Antoine est passé pour récupérer son premier numéro, le 1 bleu, moi plus tard j'aurai mon 4 vert à récupérer. Parce que tu t'en es souvenu. Mais bien sûr. Parce que ta mémoire est infaillible. J'ai mon 4 vert à récupérer, donc je me souviens de où il est passé, je me dis oh là, il y avait un petit jeton magnétique, il ne faut pas que je passe par là. Donc je vais essayer de passer par ici, où l'autre joueur était passé pour récupérer son premier numéro, etc. Donc il y a un côté mémoire, et surtout ce qui est chouette à apporter dans ce jeu, il y a 2 choses. La première, c'est le côté narratif, parce que lorsque je passe sur des jetons et que j'en récupère un parce qu'il est magnétique, il y a des petites illustrations. Et on essaie de
expliquer en fait à l'enfant, on essaie du moins de raconter une petite histoire de pourquoi je m'arrête à cet endroit-là. Donc pareil, il y avait ça aussi dans plein de jeux pour enfants, notamment un autre chez les Space Co qui est Attrape-Rêve. Il y avait ce côté-là où on chopait des jetons un peu avec des illustrations. Et en fait, l'idée, c'était un peu de raconter le rêve qu'on avait vécu. Là, c'est un peu le même système. Le deuxième point que je trouve très cool, c'est qu'en fait, on va avoir ici une image. Et vous avez en fait une image que vous avez le droit de découper en 6 morceaux. Pourquoi ? Parce que vous avez à l'intérieur une image qui est vierge. Et en fait, ce qui est cool, c'est que vous pouvez imprimer une photo dessus, de vous, d'un souvenir. Un enfant avec un grand-parent, par exemple, votre premier jour où vous avez fait du cerf-volant, j'en sais rien. Vous le mettez, vous le découpez, et ça vous fait votre propre photo à reconstituer. Ça, je trouve, c'est le petit plus qui est vraiment cool parce que ça apporte une plus-value au jeu dans sa thématique. Et dans ce côté, on va refaire un petit peu ce souvenir. Je trouve ça très agréable. Toujours très très bien fait, les éditions de Space Co. On continue dans les jeux pour enfants avec le Matakids, la chasse aux œufs. C'est un jeu de Marcus Elag et c'est illustré par Marine Cazot. Presque. Oui. C'est un jeu, ça aurait pu être Karine, ouais, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, en inversant les lettres, ça donne un autre nom. Mais je ne le dirai pas. Donc 2 à 4 joueurs, 15 minutes la partie à partir de 5 ans. Pareil, je pense qu'à partir de 4 ans, ça peut fonctionner. Vous verrez qu'il y a un système un peu évolutif du jeu, avec un plateau recto-verso, avec une face simple, une face un peu plus avancée. Vous avez un jeu relativement accessible, parce que c'est à partir de 5 ans. C'est un jeu dans lequel on va essayer de récupérer le plus de bonbons, et les bonbons, on les récupère en chassant les œufs. Alors c'est marrant qu'ils aient sorti ce jeu-là en période de Noël, parce que la chasse aux œufs, c'est plutôt, on l'aurait vu plutôt fin mars, début avril. Mais pourquoi pas, au final, pourquoi pas chasser des œufs? De toute façon, ça ne change pas l'intérêt du jeu. On va avoir ici un jeu, donc un plateau, où vous allez avoir des œufs qui sont placés. Chaque œuf est légèrement différent en termes d'illustration, et à chaque tour, on pioche une carte qui révèle un type d'œuf qu'on doit trouver. Donc tous les joueurs, secrètement, vont regarder et essayer de trouver l'œuf. Et en commençant par le premier joueur, on va lancer les dés, chacun notre tour. Ça indique des pas, c'est le nombre de cases dont je peux me déplacer. Et je vais me déplacer, et je vais me diriger vers l'œuf que j'ai vu par rapport à la carte. Donc je vais me déplacer. Chaque joueur va faire ça. Et dès qu'un joueur arrive sur l'œuf, il va pouvoir piocher un certain nombre de bonbons. Et c'est celui qui en a le plus à la fin de la partie qui l'emporte. Donc c'est vraiment un jeu très accessible. Petite subtilité, c'est lorsque vous allez passer sur l'autre plateau. L'autre plateau, en fait, il a des embranchements sur les bords de plateau qui permettent de vous téléporter directement à l'autre bout. C'est comme si en fait votre plateau c'était une planète, c'était un rond, c'était un œuf en fait. Et donc du coup, si je vais par ici, je me retrouve ici. Et si je vais par ici, je me retrouve ici. Et inversement. Okay. Voilà, ça crée de nouveaux embranchements, ça crée de la rejouabilité. Voilà, c'est un jeu vraiment très accessible à partir de 5 ans. Je pense qu'on a fait le tour et on se retrouve derrière le comptoir. Et donc on arrive derrière le comptoir. Oui. On va... Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. C'était pas prévu celui-ci. On va vous parler des petits jeux comme ça qui méritent quand même un petit mot sur la fin. En parlant de petits mots sur la fin, on arrive sur un peu la fin des vidéos du vendredi de 2023. Pas tout court, hein, oui, on rassure. Tout simplement parce que fin novembre, ce sera les dernières vidéos du vendredi. Oui. Et après on arrête. Parce que on sera complètement crevé. C'est décembre, on ne peut pas se permettre, surtout que la plupart du temps on finit un peu plus tard, on fait 19h30, on ferme vers 20h. Donc en fait on pourrait même pas... C'est des journées très denses pour nous, mais là déjà on sent quand même que les journées se densifient, plus la vidéo, l'air de rien, ça fatigue pas mal, on essaie quand même de vous proposer la meilleure qualité possible. L'idée étant d'être à la boutique, dans le meilleur état, dans le meilleur repos possible, pour pouvoir bien vous expliquer les jeux, pour pouvoir vous être le plus serviable possible. Et donc il reste quelque chose comme 3 vidéos du vendredi, un truc comme ça. Le top vente du mois d'octobre qui va arriver dans la foulée là. Ouais, c'est ça, lundi. Et voilà, donc sur ce, on va attraper toutes ces belles boîtes. Tu veux commencer par les Je sais pas ce que j'attrape là. C'est bien ça. Ce que j'attrape comme ça. C'est les nouveautés Pokémon, voilà, ça. c'est du Pokémon, c'est du Faille Paradox. Oh, il y a Cryodo. Je n'en connais aucun, j'ai bien regardé, je n'en connais aucun. On sort de la série 151 où j'étais trop content parce que je les connaissais tous. Et là je suis à nouveau largué. C'est une chauve-souris. C'est une... Non, j'en connais pas. On va mettre de côté comme ça notre ignorance. Oui. Hop. Mais voilà, on a ça quand même à la boutique. Voilà. On a reçu du Pokémon qui s'appelle Faille Paradox. Voilà. Avec des ETB et avec des triple boosters. Yes. Voilà. Extension pour One Card Dungeon, le retour de McGuffin. Je ne sais que dire sur cette extension parce que je ne me suis pas renseigné. Et ben ça rajoute
des cartes et des donjons. Oh. Wildcard Dungeon, non, ça rajoute en fait, oui, ça rajoute de nouveaux donjons et Ok. notamment des nouveaux systèmes parce qu'ils ont rajouté un dé à 12 faces et un autre dé de 6 parce qu'il y a une nouvelle compétence qui est mise en place ou alors c'est pour un boss. J'ai plus les détails, mais ça fait plaisir de voir une petite extension qui se rajoute sur un jeu qui était déjà très léger au final en termes de matos. Bah, c'est cool. Ça En fait, doit pouvoir tenir dedans. ah, je crois, complètement, je sais parce qu'en pas fait, trop. la Ouais. boîte était assez épaisse et c'est chouette parce que du coup, on sent que le jeu peut accueillir des extensions sans problème. Il peut rajouter, je pense, 15 à 20 cartes et c'est bien. On l'a C'est super bien vendu celui-ci. J'espère Oui. que l'extension aura le même succès. cool. Ce serait cool. Hop. Après, on met de côté. Très bien, continuons. Ah, on avait déjà reçu. Oui, le livre de base du jeu de rôle JT en Route. route. Et désormais, nous avons Pérégrins et Orsins, hop là, ainsi que Donc ça, c'est un supplément, ouais. l'écran. Et l'écran avec des Je l'ai fiches pas encore de vu déplié. personnages, c'est ça? Il a l'air cool en termes d'illustration. De toute manière, c'est toute la direction artistique de Route, donc c'est beaucoup trop cool. Un jeu dans lequel on joue les vagabonds du jeu de plateau, voire même des jeux de plateau, mais on va dire du jeu de plateau et ses les extensions Route. Et donc, on va passer de faction en faction, essayer de tirer notre épingle du jeu. On n'est pas des sales types, on peut pas dire qu'on soit des bons gens non plus. Ouais, c'est comme jouer les vagabonds en fait. C'est ça. C'est comme ça on joue les vagabonds dans Route. Là, ce que je viens de voir dans le supplément, ce qui est cool, c'est que ça rajoute en fait les factions qu'on a dans les extensions, c'est-à-dire les lézards, là, les cultistes. Ça rajoute le peuple de la rivière qui sont la compagnie de la rivière, ce sont des loutres. Bah, non, Oui, c'est des pas- loutres, je crois. C'est pas des loutres. C'est hein. pas des loutres. Non, non. C'est pas genre des ragondins, des castors. Des castors, je pense que c'est des Ils ont la castors. queue plate. Et puis ça rajoute les corvidés, que je trouve très cool, et le grand-duché, les taupes. Voilà, Ok. essentiellement. Après, il y a plein d'autres choses. Bien, hein, mais trop je- bien. Hop. Et l'extension pour Darwin's Journey. Oui. Gros jeu expert. Oui, moi j'y avais joué il y a très longtemps déjà, sur la version Kickstarter. J'avais pas joué à cette extension-là, mais je sais que la personne qui l'avait kickstarté m'avait dit que ouais, c'était un truc qui rajoutait beaucoup plus d'interaction, plus de dilemme. Pour ceux qui connaissent Darwin's Journée, il y a un plateau avec le placement d'ouvriers, et en dessous il y a un plateau de voyage, parce que c'est quand même un jeu qui s'appelle Darwin's Journée, donc il faut quand même qu'il y ait un voyage. Et donc sur ce plateau-là, en fait, on arrivait sur différentes îles, et donc ça, cette extension-là change ce plateau-là et va lui donner un peu plus de piment, et va, comment dire, un peu twister la réflexion qui peut potentiellement, lorsque vous aurez fait 10-15 parties du plateau classique, changer un petit peu cette réflexion-là qui peut être un petit peu trop évidente pour certains, qui savent directement les spots à prendre au début de la partie. Là, pour le coup, ça va un peu changer votre dynamique de jeu. Voilà, pour Darwin's Journée. Top. Je sais pas si on a autre chose On a à fait dire. le tour, la Non, vidéo c'est bon. va être terminée. Notre Oui. soirée n'est pas terminée. Pourquoi? Non. Parce qu'on va donc filmer le top vente et les Oui. coups de cœur du mois d'octobre. Et vous allez également avoir les vidéos de coups de cœur 2023 qui ont commencé un petit peu Oui. à apparaître. Et vous allez avoir la suite très prochainement. En attendant, on vous dit à À bientôt, bientôt chez chez Jeux Jeux d'écart d'écart Bordeaux. Bordeaux.